Depuis plusieurs semaines, les organisations de défense des droits humains ne cessent d'alerter face aux violences policières qui se multiplient en France pour réprimer le mouvement social, qui manifeste contre le passage en force sur la réforme des retraites. Paris, debout, soulève-toi! Paris, debout, soulève-toi! Des violences qui, selon ces organisations, menacent la liberté de manifester et remettent en question le devoir de l'État à garantir les droits et la sécurité de sa population. Les images circulent sur les réseaux sociaux, les plateaux télé, et les preuves sont accablantes. En vrac, on pourrait citer le retour des NAS illégales, de l'usage d'armes mutilantes comme le LBD, et les grenades de désencerclement ou grenades explosives, le gazage à outrance, ou encore l'emploi de policiers non formés au maintien de l'ordre et réputés pour leur violence, comme les Bravem ou la BAC. Et enfin, les interpellations et arrestations injustifiées. Tout ceci sans parler des violences de ce week-end à Sainte-Soline. Une manifestation pendant laquelle les observateurs ont constaté que le dispositif mis en place par les forces de l'ordre avait mis gravement en danger l'ensemble des personnes présentes sur place. Le tout pour empêcher l'accès à la bassine, quel qu'en soit le coût humain. 2 manifestants sont encore dans le coma. Face à tout cela, beaucoup considèrent que la violence de la police est justifiée, voire même provoquée, par celle de certains manifestants. C'est notamment le cas du gouvernement, qui nie en grande partie les violences policières et s'affiche en rempart face à la violence illégitime et dangereuse. Juste, vous dites les violences policières n'existent pas? Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de système organisé. Il peut y avoir des gens qui produisent ce qu'on appelle du dérapage, mais globalement, et il faut leur rendre hommage, les forces de l'ordre font leur travail dans des conditions qui sont extrêmement difficiles parce qu'elles, contrairement à ceux qu'elles ont parfois en face d'eux, elles cherchent à préserver la vie humaine. Nous ne céderons rien à cette violence. Rien. En démocratie, on n'a pas le droit à la violence. Nous sommes et nous resterons le rempart à la violence illégitime et dangereuse. Non au désordre, à la bordélisation, et je veux le dire à ceux qui veulent mettre le chaos en utilisant les policiers comme victimes de leur propre incurie. Mais est-ce vraiment ce qu'il se passe aujourd'hui ? Est-il nécessaire de rappeler que la santé d'une démocratie se mesure notamment à sa capacité à contrôler l'usage de la force publique, à maintenir un dialogue démocratique ? Pour comprendre ce qu'il se joue en ce moment en France, je reçois Patrick Beaudouin, président de la Ligue des droits de l'homme. Aujourd'hui, il s'inquiète de l'escalade des violences policières, du glissement autoritaire de l'État français et dénonce un gouvernement qui réprime par la force le mouvement social. Patrick Beaudouin, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, vous êtes président de la Ligue des droits de l'homme, une association qui œuvre depuis 1898 à la défense des droits et libertés. Pour en venir tout de suite à l'actualité, dans votre communiqué conjoint avec la FIDH du 23 mars dernier, vous écrivez « À la violence parlementaire et politique s'est ajoutée la violence policière ». Première question, comment est-ce que vous analysez la situation que nous vivons actuellement ? La situation que nous vivons actuellement est une situation d'abord extrêmement préoccupante, qui se traduit par un déni de démocratie évident. Il faut dire que depuis plusieurs mois, nous sommes très inquiets en matière de liberté et d'atteinte à certains droits fondamentaux. Je citerai, on peut en citer d'autres, mais la liberté d'expression avec des difficultés pour la presse, la liberté d'association avec ce contrat d'engagement républicain qui finalement permet de supprimer des subventions sous prétexte de non-respect de ce qui figure dans le contrat d'engagement républicain comme obligation. On pourrait multiplier les exemples qui nous inquiètent. Mais j'en viens à l'actualité plus immédiate. On assiste à un problème en matière de démocratie politique, bien sûr, avec un président qui est discrédité, un parlement qui est déconsidéré, et en revanche un mouvement social qu'on a vu évoluer, un mouvement citoyen, avec cette contestation de la loi sur les retraites qui a été particulièrement exemplaire, qui traduit une revendication très majoritaire dans le pays d'opposition à cette loi, et qui pour autant s'est heurté à la surdité du pouvoir et une forme de mépris à son égard. Et évidemment, comme cela était prévisible, c'était la chronique en quelque sorte d'un désastre annoncé.
dès après l'adoption de cette loi en recourant à un passage en force, avec le 49.3. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. On a vu les manifestations qui s'étaient déroulées jusque-là d'une manière parfaitement paisible et coordonnée prendre une dimension différente, avec plus de rage, très compréhensible du côté des manifestants, le sentiment de ne pas avoir été entendu, le sentiment que ça ne servait à rien finalement de revendiquer paisiblement, et l'apparition de groupes, comme toujours dans ces cas-là, plus extrémistes, mais du point de vue de ceux qui manifestaient, de plus en plus jeunes, c'était non pas l'adhésion à cette violence, mais l'impression qu'après tout, on ne s'en sortait pas si on ne commençait pas à être plus violent. Donc ce que vous dites, c'est qu'il y a eu plus de petits groupes violents dans ces manifestations face au passage en force Oui, mais c'est pas seulement qu'il y ait des groupes violents, c'est pas nouveau. Oui, c'est ça. C'est plutôt que les manifestants qui jusque-là c'était le cas des syndicats par exemple, qui n'aiment pas justement qu'on vienne perturber leurs manifestations. Là, au contraire, il y avait une sorte de tolérance par rapport à cette violence. Pas encore une adhésion, mais après tout, disant, c'est pas plus mal qu'il y ait un peu de casse, quoi. Et ça, c'est inquiétant, parce que c'est le signe que les rouages de la démocratie, les rouages du dialogue, sont en difficulté. Donc voilà, il y a une situation qui est explosive et face à ça, il y a aussi une augmentation des violences policières qui sont dénoncées par les organisations de défense des droits humains depuis plusieurs semaines déjà. Et ça, j'y viens. Face à ce mouvement populaire citoyen, le pouvoir n'a eu d'autre réponse qu'une répression violente. Et une montée en puissance de cette répression, une sorte d'escalade, alors qu'au contraire, il aurait fallu essayer d'apaiser. Alors ça s'est traduit depuis une quinzaine de jours maintenant par le retour à des méthodes de la part des forces de l'ordre qui étaient celles qui avaient été utilisées en gros au moment notamment de la crise des Gilets jaunes et que nous avons combattues à l'époque. Alors, quelles sont ces méthodes ? Bon, ça a été suffisamment répertorié, mais les interpellations préventives, abusives, qui frappent non pas les casseurs en réalité, mais ceux ou celles qui viennent manifester paisiblement, des gardes à vue qui ne conduisent à rien puisque les personnes sont relâchées. Et puis, pendant les manifestations elles-mêmes, on a vu la brave M, c'est-à-dire ces brigades motorisées, ces policiers à moto, qui génèrent tout de suite une tension. Et il y a eu un certain nombre d'enregistrements assez accablants aussi, justement. Sur leur comportement. T'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. Oui, on a vu 7 personnes qui ont été humiliées, insultées, frappées. Ce qui m'a le plus choqué, c'est l'interpellation par la brave. J'ai une camarade de Noémie, il lui dit « Je vois la peur dans ton regard, j'aime ça ». Bon, c'est vraiment une violence. Et puis, le retour aussi à l'utilisation, par exemple, des LBD et principalement de grenades de désencerclement qui sont des grenades extrêmement dangereuses parce qu'elles éclatent, elles explosent et elles sont susceptibles par les éclats, justement, de blesser grièvement les manifestants. Donc, toutes ces méthodes conduisent à faire monter la tension et sans qu'on voit, même s'il y a une petite évolution du côté du pouvoir, sans qu'on voit d'issue et sans qu'on voit vraiment d'alternatives qui permettraient de revenir à des fonctionnements plus démocratiques. Est-ce que ces violences, elles sont si nouvelles que ça ? Parce qu'on a vu qu'elles ont commencé à apparaître notamment au moment des manifestations contre la loi travail en 2016. Elles se sont ensuite massifiées avec le mouvement des Gilets jaunes qui a vu plusieurs personnes mutilées, éborgnées. Donc, est-ce que c'est pas forcément finalement une sorte de continuité, un schéma de maintien de l'ordre qui n'a pas été réellement remis en question ? Si, tout à fait, mais c'est ce que nous dénonçons, c'est-à-dire le schéma lui-même du maintien de l'ordre qui, quelque part, permet l'utilisation de toutes ces méthodes de répression. Donc, ce qu'il faut, c'est changer ces techniques qui sont utilisées, c'est procéder différemment. C'est éminemment politique.
parce qu'on pointe les violences policières. Donc, beaucoup de policiers nous disent, mais vous tapez toujours sur la police, le métier n'est pas si facile, en gros, venez à notre classe. Bon, moi, j'entends ce discours, même si je conteste le comportement quand même de beaucoup de membres de la police, mais le problème est politique. Ce sont des policiers, d'abord, beaucoup d'entre eux, si on prend ceux qui appartiennent au Bravem, justement, ils sont mal formés. Ce sont des corps de police de subsidiarité qu'on envoie comme ça au front. Donc, ce qu'il faut, c'est changer ces méthodes. Je crois qu'il faut renoncer d'abord à ce qu'on appelle l'utilisation des armes de guerre. Je pense au LBD, je pense à ces grenades à fragmentation. Et puis, il faut partir du principe que, bien sûr, la police ne doit pas être attaquée violemment par les manifestants. On n'est pas là pour tuer le policier. Évidemment, il faut comprendre la difficulté du métier. Mais le rôle de l'État, c'est de protéger le citoyen. Et le rôle de la police, d'ailleurs, on parlait des gardiens de la paix. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est d'assurer le respect des droits et libertés. Or, la liberté de manifester est une liberté fondamentale, à laquelle, avec ces méthodes de répression, on porte atteinte. Donc c'est vraiment la responsabilité de l'État, et on voit quand même que dans des pays voisins, je ne dis pas que ça se passe, bon, il y a aussi en Allemagne, en Angleterre et ailleurs, il y a des moments de violence, mais dans l'ensemble, ça se passe mieux. Et on a vraiment une doctrine... Oui, parce que ce sont des stratégies de désescalade. Justement. De désescalade, exactement. Alors qu'au contraire, dans le maintien de l'ordre à la française, on a l'impression d'une escalade lors des manifestations. Et les forces de police utilisées de cette manière, avec le recours à des moyens très, très violents et à des armes qui sont qualifiées d'armes de guerre, c'est contesté par le pouvoir, mais c'est la réalité, eh bien, ça contribue forcément à ce que les choses dégénèrent et aussi à ce qu'il y ait une rupture du lien entre la police et la population. Et c'est ce lien-là qu'il faut restaurer. Il ne faut pas que la police soit considérée comme ennemie des manifestants. Or, aujourd'hui, c'est le cas et ça se comprend. Alors justement, qu'est-ce que vous répondez aux personnes nombreuses qui mettent sur le même plan les violences de l'État, donc les violences policières, et celles des groupes de casseurs, des militants plus violents? Parce que c'est un discours qu'on entend beaucoup aujourd'hui, de mettre ces violences sur le même plan. Oui, alors c'est le discours qu'on entend notamment avec ce qui s'est passé à Sainte-Soline, où là, il y a eu... des manifestations qui ont complètement dégénéré avec une violence inouïe. C'est vrai, une violence forte, avec des black blocs, mais tout cela était programmé. Alors, qu'est-ce que l'on répond à cela? Premièrement, il est évident que la Ligue des droits de l'homme que je représente en tant que président condamne des violences aussi considérables que celles qu'on a pu voir à Sainte-Soline, qui sont commises par des black blocs, des mouvements extrêmes qui viennent pour en découdre avec les forces de l'ordre. Ça, bien sûr. Et il y a eu beaucoup de gendarmes aussi blessés. Donc la sécurité physique des uns et la vie des uns et des autres est équivalente. On doit protéger. Maintenant, nous, ce que nous pointons, c'est la responsabilité de l'État. Donc, on ne met pas sur le même plan les manifestants. Voilà, il faut les contrôler. Il faut essayer d'éviter, bien sûr, que tout cela dégénère avec des actes violents contre les forces de l'ordre. Mais le pouvoir, lui, il a la responsabilité de permettre l'exercice des droits et libertés dans un État démocratique. Donc, c'est à lui qu'il appartient de mettre en place d'une part un système de maintien de l'ordre qui permet d'assurer la liberté d'informer pour les journalistes, la liberté de réunion, la liberté de manifester. Et si ça dégénère, ça va au-delà évidemment des violences policières. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a ce problème de déficit démocratique dans notre pays qui suscite évidemment énormément de tensions. Et ça aussi, c'est la responsabilité du pouvoir. Et c'est ce que l'on reproche, évidemment, au pouvoir, on va dire, macroniste, avec, c'est dit suffisamment, cette présidentialisation extrême. Bon, lorsque Macron est venu, il y a quelques jours, un midi, nous dire « j'assume » et rester... mais il a été d'une provocation extraordinaire. Oui, peut-être.
Et puis, il a donné l'impression qu'il était seul contre tous et seul dans le vrai. Est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme ? Et que, par conséquent, tous les autres étaient dans le faux. C'était d'abord d'une maladresse extrême, d'une prétention extraordinaire, et surtout d'un déni de démocratie. La démocratie, c'est pas ça, c'est du collectif, c'est la possibilité pour les corps intermédiaires, pour la société civile, pour le Parlement de s'exprimer. Or là, le Parlement, et on passe au forceps avec le 49.3 qui a été utilisé plus souvent qu'à son tour. On l'a beaucoup expliqué sur Bien sûr, les corps intermédiaires sont délaissés, ils s'en plaignent, que ce soit au niveau des régions, au niveau des communes. Bon, il y a là aussi une mésentente en quelque sorte entre le pouvoir suprême et puis tous ces corps intermédiaires. La société civile est méprisée et très peu prise en considération. Et au Parlement, bon, on a vu aussi des partis qui ont leur part de responsabilité, qui ont montré une image de l'Assemblée nationale qui n'est pas de nature à réconcilier la population avec ce qu'on appelle les élites ou les représentants politiques. Donc il y a un discrédit du politique. Et en présence de tout cela, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est l'avenir. Et qui peut tirer son épingle du jeu de cette période très incertaine. Oui, il y a certaines études qui montrent que ça peut être le Rassemblement national, mais justement pour revenir sur les réactions du gouvernement, de façon générale, on a quand même l'impression, comme vous le disiez, que rien n'est vraiment fait de la part du gouvernement pour apaiser les choses, puisqu'ils nient les violences policières et qu'ils remettent, comme souvent, la faute sur les casseurs, les éléments violents, les factieux, comme le dit Emmanuel Macron. On ne peut accepter ni les factieux ni les factions. Et donc, respect plein et entier de la déontologie est exigé de nos forces de l'ordre, avec la transparence qui doit aller derrière et l'examen, mais je ne le mets pas en parallèle avec ce qui se passe dans la société. Nous ne céderons rien à la violence, et je la condamne avec la plus grande fermeté. Olivier Véran a dit le 28 mars. Nous sommes et nous resterons le rempart à la violence illégitime et dangereuse. Emmanuel Macron a aussi déclaré qu'il ne peut y avoir de violence en démocratie, en parlant justement des violences accordées à certains manifestants. Qu'est-ce que ces discours vous inspirent ? Ces discours m'inspirent un défaut d'analyse volontaire, bien sûr, absolu. Parce que la violence illégitime, certes, les Black Blocs, on y revient, à Sainte-Soline, c'est illégitime comme violence. Mais il y a une violence illégitime du pouvoir lui-même. Et c'est une violence illégitime qui est double, je dirais. C'est pour ça que je reviens aux politiques. Parce que on nous dit, mais on a adopté cette loi sur les retraites d'une manière parfaitement légale et constitutionnelle. On utilise le 49.3, il est dans la Constitution. Donc il y a une apparence de légalité. Mais il n'y a pas une vraie légalité. Il y a tout un tas de régimes, y compris en France dans le passé, mais dans beaucoup de pays du monde, hélas, qui prennent des dispositions législatives qui ont une apparence de légalité, mais qui sont attentatoire à la démocratie et aux libertés. Donc, surtout que le 49.3 est censé être utilisé de façon exceptionnelle, et là, il a été utilisé 11 fois en 9 mois. Bien sûr. Donc, ici, il y a quelque chose, il y a un conflit entre légalité et légitimité. Or, la légitimité sur la loi retraite, elle était beaucoup plus dans le mouvement de protestation de la rue, on va dire populaire et citoyen, qu'à l'Assemblée. Et de la même manière, sur les violences elles-mêmes, il y a une violence d'État qui est illégitime. C'est ce que nous dénonçons. Ce qu'on appelle les violences, alors je ne sais pas s'il faut les qualifier de violences policières ou autres, mais ce sont des violences qui sont générées par le schéma, on le disait tout à l'heure, du maintien de l'ordre à la française, et par la couverture absolue de la part en particulier du ministre de l'Intérieur, puisque c'est quand même lui qui est en première ligne là-dessus, couverture absolue de la police et de ses dérives. Et on est dans la négation constante. Et il y en a quand même un très très bel exemple qui est d'actualité. Lorsque la Ligue des droits de l'homme a fait savoir qu'à Sainte-Soline, les secours avaient des difficultés pour accéder à une personne qui était en état d'urgence absolue, on nous a dit c'est pas vrai.
Manque de chance, on avait des enregistrements qui prouvaient que pendant une demi-heure, on avait attendu les secours dans une zone qui était parfaitement accessible. Oui, c'est un enregistrement qui a été sorti par Le Monde et bien sûr. Mediapart aussi. On a eu un médecin sur place et on lui a expliqué la situation, c'est qu'on n'enverra pas des micros ou de moyens sûrs sur place parce qu'on a ordonnement envoyé par les forces de l'ordre. Donc cette négation de la part du pouvoir des dérives, c'est tout à fait révoltant, contre-productif, et ça traduit une sorte d'illégitimité dans les moyens de répression qui sont utilisés. Alors justement, pour revenir sur Sainte-Soline, donc le dernier décompte des autorités, donc c'est Sainte-Soline, pour rappeler quand même, donc c'était une manifestation qui était interdite, organisée par les Soulèvements de la Terre pour protester contre des projets de méga-bassines. Donc le dernier décompte des autorités fait état de 47 gendarmes blessés et de 7 chez les manifestants, alors que les organisateurs comptent, eux, 200 blessés, dont un grand nombre gravement, et 2 personnes sont encore aujourd'hui dans le coma. Plusieurs de nos journalistes qui étaient présents sur place avec Blast nous ont parlé de scènes de guerre. Et à la fois, on a entendu Gérald Darmanin dire il n'y a pas eu de quad avec de tirs de LBD alors qu'on a des images. Seules des grenades lacrymogènes ont été tirées. Non, aucune arme de guerre n'a été utilisée par les forces de l'ordre à Sainte-Soline. Alors que, notamment, il y a eu des grenades type GM2L qui ont été utilisées et qui ont notamment blessé très fortement une personne qui est entre la vie et la mort aujourd'hui. Qu'est-ce que vos observateurs ont pu constater sur place? Parce que vous parliez tout à l'heure des affrontements qu'il y a eu entre certains militants avec la police, mais on a aussi des récits de personnes qui disent qu'elles étaient venues manifester pacifiquement pour protester contre ces méga-bassines et qu'elles ont été tout de suite attaquées par les forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre ont dit non, c'est pas vrai, ce sont les manifestants qui ont attaqué en premier. Oui, non, mais ce que vous venez d'indiquer est totalement corroboré par les équipes d'observateurs que nous avions sur place. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'il y a eu des violences qui ont été enclenchées. Alors en plus, il y a un traitement médiatique qui est tout à fait inégalitaire, parce qu'on voit très souvent sur les chaînes d'infos en continu les premières images qui sont celles de cars de police qui ont été incendiés et d'attaques contre les forces de l'ordre. Ça a existé, mais il faudrait montrer le comportement des forces de l'ordre, ça on le voit beaucoup moins vis-à-vis des manifestants. Or, ce qu'ont observé effectivement les personnes qui avaient été mandatées par la Ligue des droits de l'homme sur place, c'est que très très vite, les forces de l'ordre se sont montrées violentes. Et face à des manifestants qui venaient manifester paisiblement, des femmes, des enfants, des personnes âgées qui venaient manifester contre les méga-bassines, la méga-bassine de Sainte-Soline. Et ça s'est traduit par... Il y avait une vingtaine de quads, ça a été documenté largement, donc c'est incontestable. Donc ça ressemble un peu à ce qui se passe avec les Braves, la Bravem à Paris. Donc tout de suite, ça enclenche une tension et un sentiment de violence. Et puis surtout, un usage mais disproportionné des grenades de type dangereux avec ces éclats, ces fragments, et des grenades... Et des tirs illégaux aussi, c'est ça qui a été répertorié, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été tirés en cloche pour laisser la grenade exploser avant de... Absolument. Le tir que vous allez voir, filmé samedi à Sainte-Soline, est illégal. Il s'agit d'un tir de grenade lacrymogène qui doit normalement toujours se faire en cloche. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser le temps à la grenade d'exploser en l'air et de tomber en pluie. Des tirs totalement illégaux et on a documenté des grenades qui précisément restaient au sol et qui constituaient un danger futur, on va dire, c'est-à-dire qu'elles n'explosaient pas directement et il y a eu énormément de blessés, ça a été documenté. Donc je pense que les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure de 200 blessés parmi les manifestants correspondent à la réalité, et des blessures extrêmement sérieuses, avec 2 personnes qui sont en état d'urgence absolue entre la vie et la mort, et dont l'état de toute façon est tel que malheureusement ça risque d'être soit la mort, soit une situation, même si ce n'est pas la mort, qui sera des séquelles à vie extrêmement graves. On parlait ce matin de possible mort cérébrale pour l'un des manifestants. Mais ce qui est terrible par rapport à cette histoire, vous le disiez, c'est-à-dire qu'il y a un peu une guerre de récits
en quelque sorte, alors que la réalité, c'est ce qui s'est passé. Et pourtant, cette guerre de récits, elle est alimentée à la fois par les médias, mais aussi par le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui dit... Je sais pas pour vous, moi quand je vais me promener en famille ou avec des amis, j'emmène pas des boules de pétanque, des bonbonnes de gaz, des cocktails Molotov et des battes de baseball. Et par Gérald Darmanin aussi. Est-ce que c'est pas un énorme problème aujourd'hui, justement, pour notre démocratie, qui est cette guerre de récits, et qu'on puisse pas attester du fait qu'il y a un dispositif de maintien de l'ordre qui a été disproportionné par rapport à ce qui se passait, quand bien même il y avait des éléments violents qui se sont affrontés avec la police? Bien sûr. La première conclusion des observateurs qui étaient sur place, c'est de dire on a voulu à tout prix empêcher l'accès donc à cette méga-bassine qui ne fonctionne pas pour l'instant, quel qu'en soit le coût humain. Quel qu'en soit le coût humain. Et je crois que c'est ça le fond du problème. C'est-à-dire qu'à tout prix, quel qu'en soit le coût humain, il fallait empêcher cet accès. Or, les manifestants, on peut en penser ce qu'on veut de la position des manifestants, mais c'est une revendication portée par un mouvement écologiste parfaitement légitime, parfaitement dans son rôle, et qui au surplus a quand même des arguments. Il faut revenir aussi au fond du problème. Bien sûr. Ces méga-bassines, elles sont contestées. Pourquoi ? Elles sont contestées parce qu'on prend dans la nappe phréatique en période hivernale l'eau pour pouvoir l'été permettre d'irriguer, mais permettre au profit de qui ? Au profit d'une agriculture intensive, au profit de quelques gros agriculteurs, je vais dire. Et c'est ce qu'ont montré un certain nombre de scientifiques, et surtout sur le fait que, potentiellement, ces nappes phréatiques ne seront peut-être même pas assez rechargées en hiver pour qu'on puisse prélever dedans, parce que toutes les études ont été faites sans prendre en compte le changement climatique, notamment par la BRG. Bien sûr, il y a deux aspects. Il y a d'ailleurs, on va dire, les paysans, la Confédération paysanne, etc., est absolument contre ces méga-bassines. C'est une minorité d'agriculteurs dans l'agriculture intensive qui sont pour. Et sur le plan purement écologique, effectivement, on n'a pas du tout la certitude de la reconstitution des nappes phréatiques qui auront été pompées en période hivernale, d'autant qu'il pleut de moins en moins, y compris l'hiver. Donc ça peut être un désastre écologique. Et il faut souligner, parce que je crois que ça c'est très important, qu'il y a eu plusieurs décisions. Alors, il y a des méga-bassines qui sont autorisées, quelques-unes qui ont fini par être autorisées, même s'il y a encore des recours. Mais il y a des méga-bassines qui ont fait l'objet de décisions de justice interdisant ces méga-bassines. Qui les ont considérées comme illégales. Annulant les arrêtés préfectoraux. Donc, elles sont illégales. Et malgré ces décisions de justice, elles fonctionnent pour certaines d'entre elles. Donc, là aussi, on a quand même un pouvoir qui ne respecte pas sa propre justice, au détriment de ce qu'on appelle quand même, c'est le b.a.-ba d'une démocratie, le pouvoir exécutif, le pouvoir parlementaire et puis le pouvoir judiciaire aussi. Et là, on ne respecte pas ces décisions de justice. Donc, il y a quand même une révolte qui paraît relativement légitime, quoi qu'on pense du fond du problème écologique, et de nous dire, comme le dit aussi le ministre de la Transition écologique, que tout ça, non, ça n'avait pas lieu d'être. Je crois quand même qu'il faut admettre qu'il peut y avoir dans une démocratie une contradiction, surtout quand elle repose sur des arguments scientifiques valables. Oui, et surtout un débat démocratique sur la gestion de l'eau, mais bon, ça c'est une autre histoire. Alors hier, Gérald Darmanin a annoncé donc le 28 mars vouloir engager la dissolution des soulèvements de la Terre, donc qui ont organisé cette manifestation. Cependant, je constate comme vous l'extrême violence de certains groupuscules dont les services de renseignement démontrent qu'ils sont à la fois fichés par les services de renseignement, parfois depuis de très nombreuses années, et qui sont responsables de grandes violences. Et je pense notamment, évidemment, au groupement de fait des soulèvements de la Terre. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la Terre. On a donc aujourd'hui une organisation de défense des terres paysannes qui est traitée comme un groupe terroriste, alors même que depuis des mois, le ministre de l'Intérieur utilise le terme éco-terroriste. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Est-ce que ça vous paraît justifié aujourd'hui? Est-ce qu'on n'assiste pas en fait à une criminalisation des militants écologistes? Si, bien sûr. On assiste d'ailleurs à une criminalisation dans beaucoup de domaines, parce que, y compris, c'est un autre sujet qui nous tient beaucoup à cœur, y compris en matière de droit des étrangers et d'immigration, où là aussi il y a beaucoup de criminalisation. Donc c'est tout à fait le cas en ce qui concerne les écologistes, et l'expression éco-terroriste
elle est en elle-même scandaleuse, parce que ça consiste quand même à discréditer tout un mouvement, y compris avec une représentation parlementaire forte. C'est parfaitement inadmissible. Qu'il y ait une minorité, mais c'est une minorité faible, d'éléments violents qui se prévalent d'une lutte environnementale ou écologiste, c'est un fait, et c'est à l'échelle européenne. On les trouve en Allemagne, en Italie. Ce sont des personnes qui font du sabotage, qui font du sabotage, tout à fait. Bon, mais ça n'a rien à voir. Et il ne s'agit pas d'assimiler à un mouvement écologiste, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur. Ça, c'est encore aussi une provocation qui ne peut que conduire à des logiques d'affrontement. Comment est-ce que vous réagissez au fait qu'ils veuillent dissoudre ce collectif, en fait? Alors, là aussi, c'est une tendance des mois écoulés. Ça a été vrai avec, par exemple, une organisation qui s'appelle le Bloc Lorrain, de dissoudre les associations. Alors, premièrement, ce sont des dissolutions administratives, ce que nous contestons. Nous estimons que quand on dissout une association, on devrait passer par un système judiciaire et non pas administratif. Et en plus, là, cette mesure annoncée par le ministre de l'Intérieur paraît a priori assez stupéfiante. Enfin, c'est une sanction prise à l'égard d'un mouvement qui a contribué à l'organisation d'une manifestation qui, en elle-même, je le rappelle, avait des fondements de contestation légitime. Donc, on est en train de punir, de criminaliser des mouvements associatifs. Et ça rejoint ce que nous dénonçons aussi, c'est la mise au pas voulue par le pouvoir des associations et le fait que toutes associations qui ne respectera pas un certain nombre de règles voulues par le pouvoir, y compris sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan de l'écologie, toutes ces associations risquent des privations de subventions, voire des dissolutions. Donc c'est une logique, là aussi, répressive, qui est vraiment contraire à des règles de l'État de droit. Mais dans un de vos communiqués, vous évoquez le glissement autoritaire de l'État. Est-ce que tout ça n'est pas, quand même, l'accumulation des faits que vous donnez là maintenant, n'est pas le signe d'une bascule, en fait? Si, c'est le signe d'une bascule. Et ce que dénonce la Ligue des droits de l'homme depuis maintenant des mois, alors on ne va pas tout mettre sur le compte, je dirais, du pouvoir macroniste. Il y a eu beaucoup dans la lignée, ça dure depuis des années, en fait, depuis un événement bascule quand même, ça a été le 11 septembre 2001, les attentats, parce qu'ensuite vous avez eu toute une série de lois de plus en plus sécuritaires, dites de lois antiterroristes, qui ont amené à ce qu'on prenne de plus en plus de législation de nature répressive ou attentatoire aux libertés, liberticides. Et c'est ce que nous dénonçons. Nous dénonçons aujourd'hui en France, il y a effectivement péril pour les droits et libertés qui sont réellement en danger. Et il n'y a pas une prise de conscience, à nos yeux en tout cas suffisante, dans l'opinion publique de ce risque-là. Parce que il y a des aspects qui peuvent être un peu techniques, un peu juridiques, et puis que les citoyens se sont habitués au fil des ans à ces discours sécuritaires, liberticides, au nom d'une protection contre des attentats potentiels terroristes. Et puis il y a eu la crise sanitaire. Enfin, tout ça nous amène à cette situation. Mais il faut tirer, je crois, la sonnette d'alarme. Alors, malgré toutes vos alertes, depuis plusieurs jours, on a encore vu lors de la manifestation d'hier, le 28 mars, beaucoup de scènes de violences policières, du matraquage sans raison, des scènes de chaos, notamment un peu à Paris. Vous avez récemment lancé une pétition « Stop à l'escalade répressive ». Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement ? Ce que nous demandons aujourd'hui au gouvernement, c'est un certain nombre de mesures. Alors là, sur le terrain, justement, relatif aux forces de l'ordre, c'est un changement de la doctrine du maintien de la doctrine. Oui. C'est là la revendication essentielle. La doctrine du maintien de l'ordre doit être modifiée. On doit supprimer l'usage d'armes considérées comme armes de guerre. On doit éviter le recours, par exemple,
à des NAS, on est revenu à cela, on ne l'a pas évoqué pour l'instant, mais des NAS qui sont illégales, car certes, le Conseil d'État a dit on peut la NAS, mais à condition que ça soit indispensable, que ce soit momentané, qu'il y ait une porte de sortie très rapide. Or là, on a vu le retour à des NAS qui n'avaient pas de nécessité, qui étaient simplement pour empêcher des manifestants de manifester. Donc c'est cela notre revendication première, c'est vraiment revenir à un schéma de maintien de l'ordre qui soit un schéma de maintien de l'ordre beaucoup plus respectueux des droits des manifestants. Ça, et que la police soit protégée. Mais ça n'empêche pas. C'est pas parce qu'on n'aura pas d'armes de guerre que la police n'aura pas les moyens de gérer des manifestations. Au contraire, parce que ça sera beaucoup mieux accepté par les manifestants et ça ne générera pas la contre-violence des manifestants. Deuxièmement, nous demandons une meilleure formation des policiers, parce qu'il y a des déficits de formation. Nous demandons que les policiers qui se rendent coupables d'agissements qu'on appelle dérives ou bavures policières puissent être bien répertoriés, c'est-à-dire que il y a normalement, les policiers doivent avoir un numéro de matricule. Oui, le RIO. Le RIO, qui doit être... Vous avez constaté qu'il était très peu porté. Voilà, il est très peu porté ou il est dissimulé. Ou il est dissimulé, on ne le voit pas. Ce qui veut dire que quand un policier se rend coupable d'un acte de violence lui-même, on ne peut pas l'identifier. Et après, par conséquent, on ne peut pas le poursuivre. Donc le parquet nous dit, je ne sais pas qui est-ce, on ne peut pas. Donc ça, c'est quand même un point important. Car l'autre point important, c'est la lutte contre l'impunité policière. Donc, ce qui suppose qu'il y ait un organisme, aujourd'hui, c'est un organisme qui quelque part, est insuffisamment indépendant, qui peut contrôler les agissements de force de police qui sont répréhensibles. Donc, on souhaite qu'il y ait vraiment un organisme indépendant de contrôle de la police quand il y a des actes qui sont eux-mêmes délictueux. Et enfin, au niveau judiciaire, que les poursuites soient plus facilement engagées contre les forces de police et que les tribunaux... Il y a une évolution, il faut le dire, il y a eu... Parce que la tendance était quand même à une forte impunité des forces de police. Il y a eu une évolution, il y a eu quelques condamnations de policiers par les tribunaux, mais il faut que là aussi, justice, comme l'on dit, soit faite. Donc ce sont tous ces points qui doivent faire l'objet d'amélioration. Alors, dernière question, je suis désolée de vous demander ça face à ce que vous venez de dénoncer, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu vain ? Est-ce que vous pensez vraiment que vous serez écouté par le gouvernement quand on voit justement, comme on le disait plus tôt, que le gouvernement ne reconnaît même pas les violences policières et qu'on a des personnes aujourd'hui qui sont traumatisées par ces violences et dont le traumatisme n'est même pas reconnu par le pouvoir ? Je vais pas vous dire que je nourris des illusions excessives avec le pouvoir qui est en place, qui a montré ce qu'il était, et je ne crois pas que le président Macron va devenir un personnage différent de ce qu'il a été depuis 6 ans. Et par conséquent, comme c'est lui qui est quand même très largement à l'origine de toute la politique menée dans ce pays, je n'ai pas d'illusions excessives. Mais je vais citer un exemple, par exemple les Bravem, dont nous demandons la suppression, la dissolution. On nous a quand même laissé entendre dans une déclaration du ministre de l'Intérieur récente que ces forces de police subsidiaires allaient cesser peut-être d'être utilisées. C'est un peu ambigu, mais on voit quand même que elles étaient quand même hier là. Elles étaient quand même hier, mais nos critiques ont quand même été prises en compte. Donc peut-être on peut espérer des améliorations. Et puis sur le plan plus politique, nous avons donc souligné ce déni de démocratie, demandé qu'on revienne à un dialogue, à une idée plutôt de rassembler et non de diviser. On voit une toute petite évolution. Alors, ce n'est pas la Ligue des droits de l'homme toute seule qui obtient ce résultat. C'est l'action des syndicats, c'est l'action d'un certain nombre de politiques aussi, parce qu'il faut restaurer aussi, l'honneur du politique. Le politique, c'est nécessaire aussi, parce qu'on est toujours en train de taper sur les hommes ou les femmes politiques ou de les discréditer trop facilement aussi. C'est un rôle qui est difficile et qui est respectable. Donc on voit que la conjonction tout de même de ces appels à la raison, après toute une période de déraison de la part du pouvoir,
commencent peut-être un peu à porter leurs fruits. Et en tout cas, on continuera d'agir sans illusion excessive, je le disais, mais avec la conviction que si nous n'agissons pas, si nous ne portons pas ces revendications et ces combats, ça serait pire encore. C'est ce qu'il faut se dire. Donc on peut espérer améliorer, on peut espérer aussi que viennent d'autres formes de gouvernement de notre pays, peut-être avec d'autres hommes et femmes politiques, d'autres partis, tout en ayant beaucoup d'inquiétudes sur la période, qui est une période aussi qu'il faut replacer dans une échelle mondiale, où on voit quand même beaucoup de déstabilisation liée à toute une série de crises économiques, sociales, de précarité, climatiques, la guerre en Ukraine, et puis beaucoup de conflits un peu partout. Le fait qu'il y aura de plus en plus d'immigration, puisque il y a avec le réchauffement climatique, quoi qu'en dise le pouvoir qui feint d'ignorer cela, c'est incontournable. Donc il y a beaucoup de sources d'inquiétude et des montées quand même largement en Europe de mouvements d'extrême droite. Et on a vu ça en France avec une forte augmentation du nombre de parlementaires du Rassemblement national. Qui a généré 89 députés. Ouais, et s'il y avait une dissolution aujourd'hui... et s'il y avait une dissolution aujourd'hui, je pense que c'est le parti qui profiterait de la dissolution. Donc, il faut vraiment... lutter pour revenir au fondement de la démocratie et essayer de démontrer, et c'est ce qu'on reproche vraiment au pouvoir, qui est dans le déni de démocratie, de démontrer ce qui est facile, que, comme le disait, c'est une expression archi-utilisée, mais que la démocratie, c'est le pire des régimes, mais après tous les autres, c'est-à-dire c'est quand même le meilleur des régimes, et que de glisser, de prendre le risque de glisser vers un avenir qui serait contrôlé par un parti ou des partis d'extrême droite, c'est extrêmement dangereux pour le pays et pour les citoyens. Donc voilà, il faut avoir ça en perspective, et il ne faut pas s'arc-bouter, se polariser là-dessus. Il ne faut surtout pas partir vaincu, parce qu'on entend maintenant des discours assez défaitistes là-dessus. Il faut se dire que non, on a encore du temps devant nous pour convaincre et remonter une pente glissante et dangereuse. Merci beaucoup, Patrick Baudouin, d'être venu sur Blast. C'est la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a permis d'y voir plus clair sur la situation actuelle. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez voir cette vidéo que j'ai réalisée sur l'état de notre démocratie, ou encore l'interview de Basile Dutertre, membre du mouvement Les Soulèvements de la Terre, organisateur de la manifestation de Sainte-Soline par Clara Menet, qui a aussi réalisé ce reportage sur la guerre de l'eau. Comme d'habitude, je vous mets plusieurs liens pour creuser tous les sujets évoqués en description. Nous avons besoin de vous pour impacter le débat public. Alors n'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum, de la commenter, de la liker, pour qu'elle se fasse une place dans la guerre des algorithmes. Je le rappelle, Blast est un média indépendant qui ne dépend que de vos dons et vos abonnements. Alors prenez s'il vous plaît un moment pour nous soutenir sur blast-info.fr. À très vite sur Blast.